premières rafles ont lieu de mai à décembre 1941. Puis les nazis et le gouvernement de Pétain décident les déportations massives. René Bousquet, promu secrétaire général à la police au printemps 1942, promet au chef SS l'arrestation de milliers de familles juives. L'opération, dite Vent printanier, prévoit 28 000 arrestations dans Paris. Il y en aura près de 13 000. Seule une poignée réussira à passer entre les mailles du filet et à survivre pour témoigner. En tout cas, j'ai tous mes camarades, les filles, les garçons. À 17 ans, j'avais des copains, j'avais des copines, je connaissais des gens. Ils ont tous disparu. Ils sont partis. Il n'y a personne qui est revenu. On me dit, pourquoi tu ne racontes pas tout ce qui s'est passé à l'intérieur? Comment vous voulez raconter des choses? Moi, je ne cherche pas à faire pitié. Simplement, comment, moi, ce que je demande, comment il est possible qu'un gouvernement français a pu favoriser l'envoi de 4000 enfants à la mort dans une journée. Les 13 000 personnes parquées au Veldiv ont été transférées dans des camps d'internement français avant d'être déportées à Auschwitz. Par son ampleur et sa rapidité, cette rafle restera le symbole de la déportation des Juifs de France et de ses 80 000 victimes. Nous souhaitons revenir sur ce sujet explosif parce que nous le jugeons important et que nous sommes équipés de tenues anti-blast. L'opinion qui semble prévaloir dans la sphère politico-médiatique est celle de Bernard-Henri Lévy, qui assène que les historiens ont tranché à propos de la responsabilité de la France dans la déportation de nos concitoyens juifs et que le débat est définitivement clos. Pourtant, des flopées d'historiens, français comme étrangers, persistent à se pencher sur la période de notre histoire qu'est l'occupation. L'écriture de l'histoire est un processus continu qui ne va pas s'arrêter parce que BHL en décrète la fin sur Twitter. Nous n'allons pas revenir sur les arguments des uns et des autres, largement repris par les médias. Nous vous faisons confiance pour les rechercher et en prendre connaissance par vous-même. Nous, on va faire dans l'histoire façon école primaire, genre Marignon 1515, on va simplement regarder quelques dates, une chronologie, quoi. L'inique rafle du Veldiv, ordonnée par l'État français et exécutée par la police française, a eu lieu les 16 et 17 juillet 1942. La première contribution majeure de la France libre à la Seconde Guerre mondiale fut la bataille de Bir Hakeim, durant laquelle la première brigade française libre du général Koenig arrêta l'Africa Corps et l'armée italienne commandée par Rommel dans ce point d'eau désert de Libye, ce qui permet aux Anglais de se regrouper et de concentrer leurs forces pour obtenir 4 mois plus tard la victoire décisive d'Al Alamein, ce qui sonna le glas de l'incursion des puissances de l'Axe en Afrique du Nord. Ce fait d'armes fut pour beaucoup dans la reconnaissance par les alliés du Comité national de la France combattante, qui à son tour fut l'une des raisons qui firent que la France put légitimement s'asseoir à la table des vainqueurs en 1945. La première brigade libre française, composée de 3700 hommes, résista lors d'un siège de 3 semaines à des forces ennemies très supérieures en nombre, puisqu'en plus des Italiens, Rommel avait dépêché la 90e Leichte Afrika Division, forte de plus de 15 000 hommes, d'environ 350 blindés et appuyée par la Luftwaffe. Qui étaient ces 3700 Français libres qui ont stoppé la force mécanisée la plus redoutable de son époque et qui ont fait dire à Adolf Hitler en personne « Bir Hakeim est la preuve que les Français, après nous, sont les meilleurs soldats d'Europe ». Écoutons le général Yves Gras, lui-même ancien de la première division française libre, nous les décrire. Français venus de tous les horizons, volontaires, étrangers, tirailleurs coloniaux, noirs d'Afrique équatoriale française, pacifiens, indo-chinois, malgaches, nord-africains, libanais, pondichériens, la première brigade apparaît comme une étonnante synthèse de la France et de son empire. De la France et de son empire ? Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Eh oui, la France de 1942 n'est pas la même que celle de 2017. La France de 1942 comprenait aussi ses colonies, même si les autochtones, comme on disait à l'époque, n'avaient pas la nationalité française. D'ailleurs, sans les troupes coloniales, spahis,
d'abord marocains, tirailleurs sénégalais et algériens, tamaris du bataillon du Pacifique et tous les autres que nous ne citons pas car la liste serait trop longue, qui participèrent non seulement à la campagne d'Afrique du Nord, mais à celle d'Italie, de France et d'Allemagne. L'armée de la France libre aurait eu beaucoup moins de fantassins et de cavaliers à aligner. Ces hommes se sont battus et sont morts pour la France au sein de l'armée française, sous pavillon français, en portant l'uniforme français. On leur avait d'ailleurs promis la nationalité française, promesse que nous nous empressâmes de trahir dès la libération. À cela, rajoutons tous ceux qui de manière continue rejoignirent l'Angleterre dès 1940. Par exemple, les forces aériennes françaises libres furent fondées en juillet 1940 par 150 élèves pilotes ayant traversé la Manche dans un langoustier. I understand you've escaped from France with your pupils and come over here to carry on the good work. Unfortunately, you couldn't bring your aerodrome with you. We have here an aerodrome and aircraft and equipment, and I hope you will share it with us. I hope you'll be very happy while you're in England here and make a lot of friends. Merci beaucoup. À cela, rajoutons tous ceux qui se mirent très vite à résister, tel le réseau Alliance, fondé dès novembre 1940 par Georges Loustono-Laco, pourtant un homme de la droite dure, et remplacé à partir de son arrestation par la Gestapo par une femme, Marie-Madeleine Fourcade. Le réseau Alliance, un réseau de renseignement militaire qui compta plus de 3000 agents sur le territoire national, transmit entre autres aux Alliés une carte de 17 mètres de long de la côte atlantique décrivant l'ordre de bataille allemand et les plans des défenses, oui, les plans du mur de l'Atlantique. Autant dire que cela contribua grandement au succès du débarquement de Normandie et que cela contribua également à sauver la vie de nombreux soldats alliés. À cela, rajoutons les communistes, qui à partir de l'invasion de l'Union soviétique le 22 juin 1941 passèrent immédiatement dans la clandestinité et sans lesquels la résistance française n'aurait jamais été ce qu'elle fut. Leur contribution, qu'on continue encore de nos jours à minimiser, fut fondamentale. Sans les communistes, pas de sabotage des moyens de transport ferroviaire mettant à mal la logistique allemande, pas de sabotage industriel, pas d'imprimerie clandestine, etc., etc., etc. Les 16 et 17 juillet 1941, ces 2 journées d'ignominie, il existait au moins 3 France. La première, qui collaborait, nous la connaissons. La seconde, celle qui se battait hors du territoire métropolitain, celle qui comprenait également les autochtones des colonies, celle qui déjà résistait, celle qui aidait ses concitoyens persécutés. Cette France-là, on la connaît également. La troisième France, c'est celle qui n'a rien fait, celle qui s'est contentée de subir la majorité des Français, comme la majorité des Belges, des Danois, des Norvégiens, des Néerlandais, comme la majorité des peuples de l'Europe occupée. Il n'est pas donné à tout le monde d'être un héros, et les héros du quotidien n'existent pas. Le constat est sans appel. La vérité historique est visiblement plus compliquée que certains esprits complexes l'affirment. Mais comment alors aborder aujourd'hui ce qu'il est convenu d'appeler les heures les plus sombres de notre histoire, sans tomber soit dans la paranoïa hystérique, soit dans le déni ou la simplification de l'histoire ? La chose la plus sage que nous ayons lue à ce sujet vient d'un homme que personne ne peut taxer de complaisance. Ceux qui s'y risqueraient ont intérêt à numéroter leurs abattis. Pierre Joxe, ancien ministre de l'Intérieur, ancien ministre de la Défense, ancien président de la Cour des comptes, a dit ce que nous allons maintenant citer dans une interview au Bondi Blog après les attentats de 2015. S'il parle essentiellement de la colonisation, cela s'applique également à tout ce qu'on nomme aujourd'hui de manière générique le devoir de mémoire, donc également à l'extermination programmée et industrielle par des Européens, d'autres Européens, parce qu'ils étaient juifs, tziganes, homosexuels, handicapés ou malades mentaux, bref, tous ceux qui étaient jugés pour une raison ou une autre comme inutiles au, indignes du ou nocifs au Troisième Reich. Voici donc ce qu'a dit Pierre Joxe. Moi, je ne me ressens pas une position d'accusateur. Je l'ai eu quand j'étais jeune, dans les mouvements étudiants anticolonialistes. J'étais accusateur, oui, de ceux qui étaient auteurs de crimes.
À présent, je me sens héritier de cela, mais pas responsable ni coupable. Je pense qu'une partie des Français n'arrive pas à bien sentir que, sans être coupable, nous sommes héritiers de cette histoire. Comme les Britanniques sont héritiers de ce qui s'est passé au Pakistan, en Inde, quand ils ont provoqué la division de l'Inde dans des conditions épouvantables, quand il y a eu des millions de déplacés, des millions de morts en raison du conflit entre les musulmans et les autres. Comme les États-Unis sont héritiers du génocide des Indiens et héritiers de la discrimination des descendants d'esclaves, les Noirs qui surpeuplent les prisons aux USA, comme la France qui avait reçu en 1919 le mandat de décoloniser la Syrie et qui a fait exactement le contraire. Ce que Pierre Jox dit en substance, c'est qu'il n'y a pas de mémoire qui vaille sans savoir. Donc, avant de parler à tort et à travers de devoirs de mémoire qui s'égrènent que lors de si nombreuses cérémonies de commémoration médiatisées qu'on ne sait même plus parfois ce qu'on commémore, si on se préoccupait d'abord du devoir que nous avons tous de savoir, ce qui aurait pour effet bénéfique et immédiat d'interdire à tout opérateur politique, quel qu'il soit, de caviarder les faits pour en tirer profit. On ne peut juger l'histoire avec les normes du présent. Ceux qui le font trop souvent pour se déclarer victime par descendance, alors que le statut de victime, pas plus que celui de bourreau d'ailleurs, ne vient en héritage. Il est dangereux de juger l'histoire avec les normes du présent parce que cela provoque par réaction certains à juger le présent avec les normes du passé. L'État français est responsable, qui a décidé et fait exécuter par son administration police en tête cette rafle du Veldiv et sinistrement bien d'autres, ayant conduit à l'extermination de 80 000 de nos concitoyens parce qu'ils étaient juifs. Quelle France est responsable? Car nous avons vu que les 16 et 17 juillet 1941, il y en avait plusieurs. Dire que la France est responsable de cette inique rafle et la réduire et l'essentialiser à la collaboration durant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'elle fut autre chose dans le même temps. Là, nous utilisons, nous, cette expression à bon escient. Cela devrait rendre notre propos limpide.